Qu'est-ce que l'éducation positive? Alors, l'éducation positive est le renforcement des bons comportements du chien en ignorant au passage les comportements non désirés. Et bien entendu, en supprimant tout rapport de force ou acte d'intimidation. Pour ce faire, on récompense par le biais d'une gratification essentiellement alimentaire ou ludique, bon, la friandise ou le jouet, les bons comportements. Bon, ça c'est synthétisé, mais voilà l'idée. Maintenant, si vous voulez bien, décortiquons le titre « Éducation positive ». Alors on va prendre la première partie, éducation. Qu'est-ce que l'éducation? Alors que nous dit le dictionnaire? Il y a 3 sens. Sens 1, action d'élever, de développer ses facultés physiques, intellectuelles et morales. Bon, celui-là, il n'est pas vraiment canin. Le chien ne raisonne pas comme l'humain. Ça me paraît un peu anthropomorphique de dire que le chien va développer une sorte de moralité, bon, par le biais d'un dressage ou d'une éducation. Bon, que l'on puisse développer ses capacités physiques, pourquoi pas, mais parler de facultés intellectuelles, bon, ça me semble un peu quand même ambitieux. Bon, le sens 1 pour moi est plus humain qu'il n'est canin. Donc bon, passons au sens 2. Connaissance et pratique des usages d'une société, et j'ajouterais donc d'une famille. Alors, celui-là est la base même de l'éducation. En connaissant les usages, les règles d'une société et de la famille dans laquelle il va vivre, j'entends le chien, et en les adaptant par le biais d'une pratique éducative, d'un cheminement éducatif, on l'intègre à un vivre ensemble respectueux. La base est avant tout le respect. Le respect, c'est la notion que tous les maîtres, tous les particuliers désirent développer avec leur chien. Déjà, c'est une base de respect mutuel. Le sens 3, développement d'une faculté particulière ou d'une aptitude particulière du chien pour l'adapter. Ça, c'est la discipline. Alors, pas nécessairement dans le sens obéir, mais dans celui d'apprendre à un chien des exercices qui entreront dans un programme d'entraînement et qui permettront une mesure de ce travail par le biais de compétition ou d'évaluation, dans le cadre d'un règlement, ou simplement dans l'exercice d'un travail. Le troupeau, on peut le vérifier tout de suite, il suffit de sortir ses moutons puis d'aller travailler son chien. La chasse, l'obéissance, l'agilité, j'en passe. Maintenant, discipline et motivation. Alors, si certaines disciplines ont une logique naturelle, comme la chasse ou la défense, d'autres, comme l'obéissance ou l'agilité, sont purement artificielles, attendu que la nature n'a pas sélectionné une série d'exercices stéréotypés qui se suivent les uns après les autres, sans aucune cohérence canine, et puis surtout avec beaucoup d'excitation. Bon, c'est un constat, enfin surtout pour l'agilité, l'excitation. Il n'y a pas d'équivalent dans la nature. L'obéissance est un concept purement humain que certains membres de la société ont développé pour contrôler les autres, pour dominer les autres. On conditionne le chien à exécuter des exercices qu'il ne reproduira jamais de lui-même à l'extérieur du terrain. Bon, ça c'est important de le comprendre. Ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. C'est important de le comprendre. Pourquoi? Tout simplement parce que le dresseur devra trouver un moyen pour déclencher de la motivation. Et c'est là où ils sont forts. Et si vous voulez déclencher de la motivation à la chasse, c'est moins difficile parce que la motivation, elle est à l'intérieur du chien. C'est un instinct. Chasser est un instinct. La motivation, comme elle est à l'intérieur de lui-même, c'est plus facile de la déclencher. Chasser est un exercice instinctif que la nature a sélectionné. Ce qui est important dans ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de savoir si l'obéissance est une discipline légitime ou non, on s'en fout de ça, on est bien d'accord. Ce qui est important, c'est de savoir comment peut-on s'y prendre pour donner à son chien l'envie d'exécuter des exercices qui sont tout sauf naturels. Si ce n'est pas naturel, ce n'est pas motivant. C'est des exercices de contrainte. Le haut-pied, par exemple, est l'exercice de contrainte par excellence. Et comment fait-on pour parvenir à donner l'illusion qu'un exercice qui au départ est contraignant puisse devenir motivant, presque un plaisir pour le chien? En tout cas, quand on les voit faire, on a l'impression que le chien prend son pied. C'est là qu'intervient la méthode positive. En compétition, dans le travail, la méthode positive est utilisée pour booster le chien à plus d'efforts. Ça, c'est du coup contre nature, puisque l'un des renforçateurs primaires de notre système de survie est justement l'inverse, c'est-à-dire le moindre effort. Bon, on y reviendra. La méthode positive a été scientifiquement améliorée parce que c'est précis, très précis. Méthode positive, c'est scientifique, pour performer. Donc elle a été inventée, elle a été améliorée pour performer, pour donner au public l'illusion que ce que réalise le chien est passionnel. Il réalise des exercices chiants, mais avec le sourire. Elle a été inventée pour donner envie au chien de se dépasser.
à réaliser des choses qui, dans la nature, ne lui viendraient même pas à l'idée. Contraindre un chien à exécuter des tours dont il ne peut comprendre la signification est non seulement compliqué, mais surtout extrêmement technique. Alors donc on parle de punition positive, alors pas bien, du coup, ça c'est pas bien, coup de pompe au cul, machin, bon ça c'est plus, on va dire, coercitif. Hein, donc on place, on pourrait dire juste qu'on place en fait des limites, hein, instinctivement, et non pas intellectuellement, parce que pour le coup, la punition négative, hein, grosso modo la frustration, donc j'enlève ce qu'il aime bien, alors ça c'est bien, hein, c'est en méthode positive, dit autrement le chantage. Hein. Donc là c'est intellectuel, on commence à réfléchir à ce qu'on peut faire. Bon. Donc le chien, je lui enlève ce qu'il aime bien. Donc si je suis sage, je recevrai mon jouet. Si je fais correctement mon travail, j'obtiens. En poussant la motivation du chien pour son jouet de manière progressive, on développe une véritable addiction. Et là, on le tient. Il est prêt à faire n'importe quoi pour le réobtenir. Ceux qui ont un border le savent plus que les autres. Vous pouvez jeter 100 fois la balle, à la centième, il ira comme à la première. C'est le chien addict par excellence. Alors pourquoi utiliser la méthode positive ? En dressage, la méthode positive est une véritable méthode car elle suit un cheminement structuré et logique. Sur le terrain, elle poursuit un programme méthodique. C'est possible car les distractions sont limitées et canalisées. Et quand elles sont là, c'est qu'on les a voulues. Tout est maîtrisé. Mais dans la vie de tous les jours, la méthode positive est-elle une méthode ou juste un moyen de parvenir par moment à obtenir des routines qui nous permettent d'améliorer la relation que nous désirons développer avec notre chien? C'est peut-être juste une technique en fait. Dans la vie, la méthode positive n'existe pas, car le monde qui grouille tout autour de nous n'est ni apaisant, ni ou pas toujours bienveillant. C'est difficile d'avoir le plein contrôle de soi-même, et surtout d'avoir le plein contrôle de l'environnement, et puis d'être aussi assez technique pour maîtriser tout ça. Le maître, le particulier, ne maîtrise pas la technique comme les utilisateurs ou comme des gens comme moi. Donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de maîtriser l'environnement parce qu'il faut maîtriser aussi la technique. Donc, à partir du moment où nous perdons le contrôle, ou que le maître perd le contrôle, je parle des particuliers qui n'ont pas le niveau des utilisateurs pour canaliser leur chien, soit ils entrent dans une sorte de permissivité parce qu'ils se découragent, parce qu'ils acceptent et puis ils se résignent, ou soit ils entrent dans une phase de durcissement. Et là, ils s'imposent. Alors, il y en a encore une troisième, soit ils jettent le chien. Voilà. Il y a beaucoup d'abandon parce qu'aujourd'hui, comme on ne peut plus mettre de limites, comme on ne peut plus dire non à son chien dans la rue parce qu'on se fait presque insulter, on n'ose plus. Donc c'est pour ça qu'il y a des chiens incontrôlables. Alors comme je disais plus haut, la méthode positive trouve son sens dans la discipline, l'obéissance, l'agility ou d'autres, mais certainement pas dans la vie de tous les jours. L'obéissance et les exercices imposés doivent résonner chez le chien comme un moyen d'obtenir une contrepartie. Sur le ring, à l'intérieur, dans son travail, le chien réalise pour obtenir ce qu'il aime le plus au monde. Sur le ring, ce que j'aime le plus au monde n'est pas celui qui me commande, mais l'objet que l'on m'a gravé dans la tête. Car obéir ou réaliser des choses qui ne sont pas naturelles n'ont du sens que si j'associe aux exercices une image, un artifice, qui, eux, pour le coup, deviennent positifs. Celle de mon jouet, par exemple. Je fais pour retrouver l'objet convoité, l'objet aimé. Je n'ai peut-être pas d'affection pour l'obéissance et sur le moment celui qui me l'impose, parce que vous conviendrez bien quand même que d'obéir, c'est pas très motivant. On n'a pas vraiment envie d'obéir. Mais l'amour de mon objet, cette addiction que l'on m'a foutue dans la tête, m'obsède tant que je ferai n'importe quoi pour l'obtenir. À nouveau. Et si je ne fais pas bien, je ne possède plus. Je dois performer pour le revoir. Je dois me dépasser pour recevoir ma dose de dopamine. Et oui, ça sécrète de la dopamine. L'objet devient une drogue que je veux recevoir. Le dressage poussé à la méthode positive est une forme de chantage permanent, un marchandage. Alors c'est juste un constat. Après, il n'y a aucun problème. C'est juste un constat. C'est une réalité. La méthode positive n'a pas été créée pour épargner les chiens, vu qu'on les tient autrement que par la force physique. On les soumet à notre volonté par une force psychique. Ce qui n'est pas mieux. La méthode positive a été créée pour le maître, pour que le maître soit honoré. Pour le maître, pour qu'il soit reconnu parmi les grands, en adoptant des moyens plus respectueux, on est d'accord, par rapport à son intégrité physique, mais certainement pas plus honorable. Le chantage, c'est pas plus honorable, mais c'est efficace, et beaucoup mieux. Et du coup, le chien, on a l'impression que ce qu'il fait, il le fait bien. Donc il faut dire que la sanction physique, c'était quand même pas terrible. Donc le remplacer par la méthode positive, ça a quand même été une évolution. Ça, je ne conteste pas. La méthode positive existe-t-elle dans nos vies, au quotidien ?
Alors, définition déjà, avant d'aller plus loin, du mot méthode. Sens 1, démarche organisée rationnellement pour aboutir à un résultat. Synonyme, marche, logique. Bon, jusque-là, la méthode est applicable à l'une comme à l'autre. J'entends bien entendu positive ou coercitive, pour reprendre ces deux mots qui n'ont pas de sens. Le mot rationnellement peut là aussi convenir à l'une comme à l'autre. Les uns diront que la leur est rationnelle, les autres s'en vanteront. Que nous dit, lui, le dictionnaire sur le mot donc rationnel? Définition du mot rationnel. Sens 1 et 2 est rationnel, tout ce qui est basé sur la raison, sur l'esprit et sur la mise en œuvre de la logique. Par extension, ce terme qualifie ce qui est conçu pour être pratique, efficace et logique. Synonyme cohérent, logique, pratique. Bon, alors si résultat il y a, c'est que la cohérence est au rendez-vous. Le bémol est dans le propos que j'ai tenu plus haut, la circonstance. C'est elle qui peut éventuellement les départager. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une différence entre le terrain, où l'on maîtrise l'environnement. Ce qui arrive, tout est calculé. Donc on maîtrise l'environnement, on maîtrise ce qui arrive, tout est calculé. Et la rue, où rien n'est prévu, tout peut arriver. Si le terrain d'entraînement est calibré pour performer, la rue est imprévisible et demande bien souvent au maître de réagir vite et comme il peut. Voilà, comme il peut. Donc il faut arriver à accepter ça. Des fois, il fait comme il peut. Cette adaptation à l'imprévu peut être stressante et mal maîtrisée. C'est pourquoi demander au maître d'être positif n'est pas toujours une sécure. Mais que veut dire positif? Et là, c'est assez éclairant. Définition du mot positif, donc il y a 3 sens. Le sens 1, ça veut dire affirmatif. Affirmatif, les synonymes d'affirmatif, c'est évident, catégorique, certain, incontestable, vrai. Le sens 1 affirmatif est éclairant. Alors il est souvent de circonstances, bon, les deux camps parfois peuvent être catégoriques. Voilà, moi j'ai raison, moi j'ai raison. Bon, force est quand même de constater que les plus catégoriques d'entre eux, c'est quand même ceux qui prônent le positif, et qui ont affublé leur méthode de la sorte. C'est eux qui se sont eux-mêmes autoproclamés positifs. Nous, on n'a pas eu le choix. On nous a dit qu'on était des coercitifs. Ceux qui n'étaient pas positifs étaient forcément coercitifs. Alors appeler positif une méthode évoque déjà une certaine arrogance et un refus à la contradiction. Dans le sens 1, positif signifie il n'y a pas à contester. J'ai raison, point. Je suis catégorique. C'est la première étape du prosélytisme et du sectarisme. Alors, bon, après, je ne sais pas si ceux qui ont appelé positif, ils connaissaient vraiment les définitions, mais ce que l'on peut traduire prosaïquement par aucune ouverture d'esprit et aucune remise en cause. Le sens 2, c'est pratique réaliste. Le sens de rationnel, bon, vu plus haut, bon, pratique réaliste. Bon, synonyme concret, pragmatique, pratique, bon. Le deuxième n'a rien d'édifiant pour le départage. Pour l'une comme l'autre, faire, réagir, attendu que l'on règle le problème, peut être qualifié de pratique et de réaliste. Prenons un exemple. Alors que nous promenons notre chien, et lors d'une rencontre avec un congénère qui tourne mal, séparer les deux, protagonistes, quels que soient les moyens mis en œuvre, c'est le résultat qui compte et qui sera qualifié de pratique, donc de positif. Toutefois, en la circonstance, il semble difficilement réaliste de penser que la déviation grande technique positive, c'est-à-dire proposer au chien autre chose de plus stimulant que son affirmation musclée avec son congénère, soit la solution. Kiki, allez lâche le méchant toutou, là, viens jouer avec ton jouet. On est bien d'accord que là, ça ne marchera pas. Le réalisme de la scène nous rappelle que parfois l'affirmation physique du maître, je contrains mon chien à obtempérer, juste le fait de tirer, c'est coercitif. Donc peut s'avérer plus efficace. Donc là, si je le contrains, ça peut s'avérer, je contrains mon chien donc à obtempérer peut s'avérer plus efficace. Donc modérer dans la nature, dans la meute, n'est pas vraiment prendre le temps d'expliquer. On n'est pas là, Kiki, écoute, arrête, lâche-le. Voilà, c'est hop, on reprend les choses en main. Donc la nature, elle a sélectionné, la meute a sélectionné le coup de dent et l'intimidation. Le contesté, parfaitement contestable, pour ne pas dire malhonnête ou manipulateur. Au final, la méthode coercitive, en cette circonstance, est très positive, puisque s'interposer est non seulement réaliste, il faut bien réagir et agir, est plutôt pratique, dans le sens où une séparation rapide diminue considérablement les blessures. Sens 3, favorable. Le sens 3 confirme la démonstration que je viens de faire, séparer les chiens rapidement est plutôt favorable. Le nom méthode positive, alors, pose question déjà. Si l'une est, en tout cas dans certaines circonstances, et c'est souvent dans la rue quand même, autant positive que l'autre, donc c'est-à-dire pratique, qu'elle a des résultats, n'est-ce pas inopportun ou malhonnête
que l'une des deux s'attribue le qualificatif. Bon, pour finir sur le sujet et avant de passer au chapitre suivant, définition du mot coercition. Action de contraindre, droit de contraindre quelqu'un à faire quelque chose, synonyme obligation, contrainte. Je suis désolé, mais la vie, toutes les méthodes sont coercitives parce que la vie d'un chien n'est qu'une contrainte. Les chiens sont contraints de vivre au rythme des maîtres, à la mode des maîtres, positif ou pas. Quand on empêche un chien d'aller où il veut, est une contrainte. Vivre auprès d'un humain quand on est un chien, donc une autre espèce, c'est par logique une contrainte. C'est au départ contre nature même, sauf si bien entendu par une manipulation psychique ou physique, on lui fait accepter la chose. L'idée, c'est le pouvoir de l'éducation, du conditionnement, ou plus simplement de l'affection. La vision positive, donc pour maintenant continuer sur le sujet, quelle est-elle ? Quelle est la magie positive ? Comment peut-on contrarier sans contraindre ? Ou comment peut-on contraindre sans contrarier ? La vision positive de l'éducation n'est ni plus ni moins que la vision humaine de l'économie. Pour posséder, tu dois travailler dur. Quand tu auras exécuté ta tâche, tu pourras recevoir ton jouet. Ça, c'est les chiens enfants. Et pour l'homme, un salaire avec lequel tu pourras t'offrir tout le merdier que tu désires. Je comprends mieux l'engouement de la dite méthode. C'est celle que l'on applique à l'humanité. C'est une méthode consommatrice. Elle est consommatrice. On donne quelque chose pour obtenir autre chose. On donne. Voilà. Mais on donne quelque chose de concret. C'est un artifice. D'accord ? C'est pas comme l'affection, c'est autre chose. Posséder ou recevoir devient l'objet de sa motivation. À quel moment le chien décide par lui-même quand l'obtention de son plaisir dépend d'un maître, dépend du résultat de la consigne donnée. Au final, le chien est esclave de son désir de posséder. Vu comme ça, la méthode positive, elle n'est pas mieux que la méthode coercitive. Je dirais même que la méthode coercitive est plus juste que la méthode positive car elle place juste des limites pour obtenir le respect. D'un côté le chantage, de l'autre la force ou juste, parce que la force ça veut rien dire, ou juste des limites qui en fonction du caractère du chien peuvent être juste une petite tension. Et ça c'est de la méthode coercitive. Quand on commence à dire non kiki, hop, ça y est, c'est coercitif. Donc on est quand même devenu un peu simplet. Certaines disciplines excellent dans l'application de la méthode positive pour tirer le meilleur du chien et performer. L'agility, l'obéissance et maintenant le mordant de compétition, par exemple. Eux, ils la maîtrisent vraiment bien. La méthode positive est utilisée au millimètre pour donner l'illusion que le chien, il aime ce qu'il est en train de faire. Donc après, il faut maîtriser l'environnement. Donc, la réalité de la rue n'est pas l'idéalité du terrain d'entraînement, qui lui est parfaitement maîtrisé. Même s'il y a des étapes, un long chemin de sacrifice et de travail, attention, ils sont forts les gars, le terrain, et les femmes d'ailleurs, le terrain est maîtrisé. Sur le terrain, tout est maîtrisé, maîtrisable, tout est calculé, provoqué sciemment pour reprendre le chien. La rue, elle est imprévisible. Et en plus, plus il y a d'interaction, de stimulation, plus le maître devra être vigilant, efficace, technique et sûr de lui. Si la discipline s'est cloisonnée pour travailler, le maître est livré à lui-même et doit subir la rue et ses impondérables. Comme en plus, pour aider les maîtres, on leur conseille de socialiser les chiens, les chiots, en les sortant le plus possible, là où il y a du monde, du bruit et que beaucoup ne font pas la différence entre socialiser et sursocialiser, on les mène à l'échec. Quand le chien est parfaitement sociable, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de ce qui l'environne, eh bien on peut le cloisonner. C'est ce que j'appelle le repli social pour devenir la seule interaction de son chien et qu'il puisse enfin vous rencontrer sans être distrait. Les grands compétiteurs, eux, ils ne travaillent pas leur chiot dans une cour d'école. Ils se replient socialement car ils savent qu'un chiot distrait ne peut recevoir un enseignement. Voilà, c'est la base déjà. Il faut capter l'attention de notre chiot pour lui apprendre des choses. C'est la base. C'est d'ailleurs ce que disent beaucoup de maîtres qui apprennent sur un terrain. Sur le terrain, il travaille bien, mais alors à l'extérieur, c'est plus le même. Oui, c'est plus les mêmes distractions. Donc la méthode positive, là, ça va être un peu plus compliqué. Si le chien il a une idée en tête et puis qu'il veut aller là-bas, ça va être difficile de lui montrer un jouet s'il veut autre chose. La méthode positive appliquée à la lettre est chronophage, demande une constance absolue, énormément de patience et beaucoup de réflexes, de techniques et surtout de gommer les distractions. Puis alors avoir un sac de croquettes dans le dos. Et comment font nos grands champions, eux, de l'agility pour faire exécuter des routines que le chien, à l'état naturel, n'a pas sélectionnées, en tout cas pas de manière successive et stéréotypée,
Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, il pratique le chantage. Le chantage consiste à utiliser le chien, ses capacités, à lui demander de les exécuter, et en poussant toujours plus loin le perfectionnement, en échange de quoi? D'un jouet auquel on l'aura rendu addict. C'est quand même moins... Enfin, je sais pas, c'est quand même moins bien que ce qu'on nous vend quand même. Alors je dis pas non plus que parfois utiliser la croquette ou le jouet, à partir du moment où le chien y est attentif, n'est pas un moyen de parvenir à des résultats, surtout en rééducation. On est bien d'accord, c'est une technique. C'est pas une méthode, c'est une technique. Donc on l'utilise, tout le monde l'utilise. Mais ça doit être une technique, un usage chirurgical, plus qu'une méthode systématique. Donc pour revenir là-dessus, tous les éducateurs canins dans la technique, sont dans la technique positive. Alors je ne parle pas de la méthode, je parle des techniques positives. Si en compétition c'est une méthode, dans la vie de tous les jours c'est une technique. Donc tout le monde l'utilise. Avant 6 mois, tous les éducateurs utilisent quasiment que la technique positive et l'utilisent tous les jours. Ce n'est pas l'apanage d'une catégorie d'éducateurs, ceux qui aiment les bébêtes. Non, tout le monde l'utilise. Par contre, les coercitifs, eux, ils ne s'interdisent pas d'autres techniques. Voilà la différence entre les uns et les autres. Si passionner le chien à un objet au point qu'il en soit addict est intéressant en compétition, en utilisation, ça n'a pas de sens pour le chien de famille, ça n'a pas de sens. En discipline, cette passion de l'objet est dans le but de soumettre le chien à réaliser des exercices qui, pour lui, n'ont pas de sens. Agility, par exemple. On trouve un moyen pour exacerber sa motivation. C'est un moyen, c'est une solution. On est parti d'une illusion, celle d'aimer un bout de chiffon ou un jouet, peu importe, en façonnant chez lui, chez le chien, une réalité, celle de ne pouvoir s'en passer, d'aimer la recevoir et de tout faire et n'importe quoi pour l'obtenir à nouveau. Mais si certains ont drogué leur chien, drogue légale, j'entends bien, c'est une façon de parler, et je précise, pour performer, pour conditionner au millimètre, on peut admettre qu'un maître, un particulier, choisisse une base plus modérée dans la relation qu'il veut établir auprès de son chien. Comme par exemple l'affection, la simplicité, qui, je le rappelle, pour l'affection, est un instinct quand même. C'est inscrit dans ses gènes, et dans les gènes de tous les mammifères. Donc on parle donc de renforcement, pas de conditionnement. On renforce un instinct que le chien a en lui. Et l'affection, je pense que beaucoup l'admettront, ça ne s'achète pas. Ça ne se conditionne pas. On ne gagne pas l'affection de son chien ou de son gosse en alimentant, mais plutôt en étant disponible, en plaçant des limites. Je le redis, en plaçant des limites, c'est important d'assister, et en étant récréatif au moment de la compensation. Ça c'est autre chose, c'est une autre histoire, je pourrais en refaire encore des pages. Et comme le modèle est l'apaisement, et que le moindre effort, ou en faire le moins possible, est l'un des 5 renforçateurs primaires à l'intérieur de notre système de survie, je dirais que c'est plus naturel que de forcer le chien, quel que soit le procédé, à réaliser des exercices que parfois la nature n'aurait pas ou n'a jamais sélectionnés, comme l'agility ou l'obéissance. Donc pousser le chien à courir vite, à faire des exercices vite, et j'en passe, ça c'est une vision humaine. C'est une vision productive. Faire pour recevoir, mais c'est pas canin. La compétition est un art, un spectacle, pas un modèle à suivre. Ce n'est pas parce que l'on est compétiteur et que l'on fait du sport avec son chien que l'on est dans le vrai. Mais ça ne veut pas dire que l'on est dans le faux non plus. Chacun voit, c'est une vision que certains ont du chien, chacun fait comme il veut. Mais beaucoup ne partagent pas cette vision. Le plus d'efforts n'est pas programmé dans le système de survie des mammifères. C'est le moindre effort qui a été installé et qui a été sélectionné. Alors tous ceux qui culpabilisent les maîtres en les insultant parce qu'un chien a des besoins sportifs et qu'eux sont dans le vrai, ont non seulement tort, mais sont de plus en plus, en tout cas, sont vraiment en plus de mauvaise foi. Le pire des disciplines étant l'agility. Alors, j'ai rien contre l'agility, soyons honnêtes, mais ça ne me passionne pas, franchement, ça ne me passionne pas. J'y suis allé 2-3 fois, ça hurle autour, c'est insupportable. L'agility pousse les chiens dans un état d'excitation extrême. Le seuil d'excitation est poussé à son paroxysme. L'excitation n'est pas canalisée comme toutes les autres disciplines, c'est presque pathologique. Au départ, le chien il est tellement omnubilé, tremblant. À la fin, il reçoit à l'extérieur du ring son boudin, son jouet, en s'excitant là encore. Donc après, il y a une différence suivant les races, on est bien d'accord. Mais en ring, en défense, les chiens, eux, sont plus posés, mieux canalisés, c'est naturel. Car gérer l'excitation dans le travail, à la chasse, pour les canidés sauvages, est plus efficace. Une meute qui chasse est observatrice, mesurée, très prudente. La nature, elle n'a pas sélectionné l'excitation comme modèle de vie. Elle n'a pas sélectionné l'excitation comme stratégie à la chasse, mais la modération, l'esquive, l'attention, l'observation, l'attente, la patience
et surtout son arme la plus efficace, la pression psychologique. Sur l'animal à abattre, les loups sont circonspects. Ils attendent le bon moment. Et quand ils ont fait bombance, après avoir ripaillé, ils s'apaisent, glandouillent, puis ils attendent paisiblement que la faim à nouveau les tenaille. Et là, la faim stimule l'instinct de prédation et pousse les loups à se lever et à y retourner. L'excitation disciplinaire est plus une volonté humaine qu'un état naturel des canidés. Les particuliers à qui on demande de passionner leur chien pour un objet jusqu'à ce que l'objet devienne obsessionnel est un risque. Car les particuliers n'ont pas les qualités techniques des grands compétiteurs qui, eux, savent maîtriser l'excitation. Ah oui, c'est les champions quand même, ils savent tenir une laisse. Exciter les chiens, c'est prendre le risque d'un dérapage non contrôlé. Pour reprendre et finir cette idée, voyez la différence entre la chasse, la défense et l'agility. Les premières disciplines, elles travaillent sur un instinct. Mordre, chasser est un instinct, c'est naturel. Par contre, courir comme un dératé sur une planche le plus vite possible, sans réfléchir, là où le maître lui indique d'aller sans la moindre initiative, c'est totalement artificiel. Et pour demander au chien de performer sur son morceau de planche, certains utiliseront le mordant en fin de parcours. Bon, la preuve, quelle est la récompense que la championne d'agility, là, sur la vidéo que j'avais mis, que j'ai dû enlever, parce qu'attention, il ne faut pas toucher l'agility. C'est un boudin, donc le mordant. C'est l'instinct de prédation. Et quand la maîtresse va récupérer le boudin, elle va lui demander de lui restituer. Ça, c'est une grosse contrainte. Grosse contrainte. Car lui, il aimerait le finir en l'éventrant. Il aimerait aller jusqu'au bout de l'action. Psychologiquement, pour lui, c'est très coercitif qu'on lui enlève. Et ça, voilà, là on impose notre volonté. Il n'a pas envie de leur donner. Quand le maître décide du moment où il en a ou pas l'accès, c'est qu'on l'oblige à l'accepter. Obligation, contrainte, définition du mot coercition. Le mot coercition est autant adaptable au positif que le mot positif l'est pour les coercitifs. Les procédés de la méthode positive, poussés à l'extrême, sont indiscutables. Bon, moi, personnellement, je constate, je ne juge pas et j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas, chacun est libre de voir ce qu'il veut et de travailler comme il veut. Voilà. C'est juste que, pour moi, la méthode, elle n'est pas acheter son chien, ce n'est pas nécessairement mieux. Voilà. Donc ça, c'est la fin de la première partie, puis je vous souhaite une bonne semaine, une bonne réflexion, une saine réflexion. La suite, dès qu'on pourra. Bonne journée.